Bonjour à tout le monde. Merci d'être présent à ce webinaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente tout vite. Je m'appelle Cécile, je suis conseillère numérique à la Chambre de commerce de Meuse-Haute-Marne. C'est moi qui vais animer ce webinaire, donc je suis très contente de vous voir déjà connectés nombreux, parce que je ne vous cache pas que je craignais un petit peu que le sujet du jour soit rébarbatif, hein, on peut dire ça comme ça quand on entend le RGPD. Voilà. Et surtout par rapport au sujet de webinaire qu'on propose habituellement, j'avais quelques réserves. Donc je suis contente de vous voir en train de répondre à l'appel. Donc le sujet du jour, parlons-en, le RGPD, hein, rien de moins que ça. C'est un sujet de choix, hein. Donc bien entendu, je précise, je n'ai absolument pas la prétention de me poser en tant que juriste, mais simplement de défricher avec vous les principes et les attendus qui existent aujourd'hui vis-à-vis des entreprises par rapport à ce règlement. Donc j'espère qu'à la fin de ma présentation, vous vous direz qu'en fait que c'était pas si compliqué que ça, hein. Voilà, mon ambition du jour. Donc pour aborder, ce thème du RGPD, je vous propose une présentation en 3 temps. En premier lieu, on va définir le RGPD pour bien poser les bases, être sûr qu'on parle bien de la même chose, et comme ça on pourra regarder, ce que ça entraîne pour vous en termes de conséquences en tant qu'entreprise. Et ensuite, on s'attardera sur des cas, plus concrets, par exemple des bonnes pratiques à mettre en place quand on a un site internet. Voilà, comme ça on finira en beauté. Évidemment, n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat tout au long de la présentation, moi je vous répondrai avec plaisir. Sinon on pourra en discuter à la fin de la présentation, c'est comme vous préférez. Donc comme je le disais au début, moi je ne vois pas forcément les questions quand je présente, c'est le problème avec Teams. Donc c'est ma super collègue Mélissa, ici présente, qui va se charger de me le signaler, donc on applaudit bien fort Mélissa et merci à elle pour ce service rendu. Mais de rien, de Heu rien. ah! Gentil. Donc pour finir, je vous précise simplement que ce webinaire est enregistré. Donc si vous devez nous quitter plus tôt, pas de problème, on vous enverra le replay d'ici, quelques jours, hein. Donc ce replay sera envoyé à tous les inscrits, pas de problème de ce côté-là. Pour ma part, je crois que je vous ai tout dit, donc on va y aller pour ce qui est de la présentation. Accrochez vos ceintures. Non, je rigole, hein. C'est très simplifié, ne vous inquiétez pas. Alors, 45 minutes pour tout comprendre, un challenge, on va défricher tout ça ensemble. Le RGPD, pourquoi et pour qui, tous ensemble. Alors si ça veut bien, hop. Donc le RGPD, qu'est-ce que c'est? On va commencer par une définition très classique. On va parler un petit peu juridique aujourd'hui, donc il y aura pas mal de définitions. Donc déjà, si vous ne saviez pas ce que signifie RGPD, on est toujours là pour la culture G à la CCI. Donc RGPD, c'est Règlement général sur la protection des données. Donc voilà l'intitulé exact. Et c'est un règlement au niveau européen, donc vraiment en territoire Union européenne, qui encadre le traitement des données personnelles. Données personnelles, qu'est-ce que c'est? Ce sera la prochaine définition, ne vous inquiétez pas. C'est un règlement qui commence un petit peu à dater, puisque ça date quand même de mai 2018. Si vous avez bonne mémoire, à l'époque, ça avait commencé concrètement par l'envoi de mails de la part des entreprises. Nos boîtes mail étaient absolument inondées de ça. Ces mails nous demandaient, «Confirmez-nous que vous voulez, continuer à recevoir nos newsletters», par exemple. Je ne sais pas si ça fait tilt, mais ça avait commencé comme ça. Donc vous comprendrez certainement, quand je vais m'avancer dans la présentation, pourquoi tous ces mails étaient partis. Donc évidemment, le but de ce règlement, c'est pas de nous embêter en tant qu'entreprise, en tant que particulier, c'est vraiment pour poser un cadre juridique, parce qu'on le voit avec l'intelligence artificielle, toutes ces évolutions technologiques qu'on vraiment on vit au quotidien, qui transforment vraiment, pas mal de choses, hein, nos mœurs, nos habitudes. Vraiment ce digital qui fait partie de nos vies maintenant. Voilà, vraiment l'idée de ce règlement, c'est de pouvoir protéger les citoyens, de l'Union européenne. Bon, je fais une petite parenthèse, une petite pique pour tout ce qui est Facebook, Instagram, ce genre de choses. Dites-vous bien qu'on a bien de la chance d'avoir le RGPD, hein, en Europe et en France, avec vraiment des règlements pour protéger, nos données personnelles. Aux États-Unis, il n'y a pas du tout tout ça, hein, on ne sait pas du tout ce qui est fait avec les données personnelles. Donc c'est un cadre qui est plutôt extrêmement positif, hein, soyons réalistes. Alors, puisqu'on est dans les définitions, on ne peut pas parler RGPD en France sans parler de la CNIL, donc un petit peu le gendarme de l'internet en France. Ça se décline dans beaucoup d'autres pays de l'Union européenne, hein, il y a des CNIL un peu partout, avec évidemment un nom propre à chaque, pays. Le rôle de la CNIL, donc Commission nationale de l'informatique et des libertés, voilà, c'est justement d'assurer que le RGPD est bien mis en place en France. Donc vraiment, c'est pas du tout pris à la légère, hein. C'est vraiment, quand je vous disais gendarme, c'est vraiment ça. Peut-être que vous avez entendu parler des amendes monstrueuses qui tombent sur les Facebook et compagnie.
Vraiment, ils sont pas là pour rigoler et au niveau de la vie privée, liberté individuelle, hein, on est vraiment protégés de ce côté-là. Merci la CNIL, mais du coup, ils vont un petit peu nous embêter aussi, nous, en tant qu'entreprise, on va voir ça comment, mais gardez en tête que c'est pour le bien de chacun. Ça fait un petit peu propagande ce que je dis, mais c'est vrai. Donc je vous ai mis à l'écran les principaux objectifs du RGPD, comme ça on commence déjà tout doucement le défrichage pour que vous ayez tout de suite des petits éléments, au niveau des enjeux pour vous en tant qu'entreprise. Donc vous voyez, ça parle vraiment de responsabilisation des entreprises dans la collecte des données des clients. On va aller plus loin de ce côté-là. D'un point de vue, juridiction européenne, on a vraiment une réglementation harmonisée qui vient compléter tout ça. Et au niveau des droits des internautes, on est vraiment renforcé, donc c'est très, très positif. On va voir ça aujourd'hui. Bien sûr, ça entraîne des choses pour nous en tant qu'entreprise. Alors, je vous ai déjà pas mal parlé de données personnelles et là, vous êtes en train de vous dire: «Qu'est-ce que c'est une donnée personnelle?» C'est vrai que c'est un terme un petit peu vaste, hein. Alors, selon la CNIL, hein, notre gendarme du web, c'est toute information se rapportant à une personne physique, donc vous et moi, identifiée ou identifiable. Et là, vous me dites, merci Cécile, c'est très très large. Donc là, je vous ai mis une petite illustration, c'est pas du tout exhaustif, pour que vous voyez ce que ça peut être une donnée personnelle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous identifier directement, hein, donc votre nom, votre prénom, votre date de naissance aussi, ça peut venir compléter, ou vraiment indirectement. Donc, indirectement, laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer là-dedans. Les identifiants, les numéros quels qu'ils soient, sécurité sociale, là pour le coup c'est assez direct, numéro de téléphone, les données biométriques, hein, ouais, identité physique, physiologique, la voix, hein. On en parle beaucoup avec, l'intelligence artificielle par exemple, une photo de vous, ce genre de choses. Donc là, des exemples un petit peu plus concrets, le numéro de la carte d'identité, la date de naissance, le profil culturel ou social, les données de santé, hein, évidemment qui sont des données très sensibles. Des photos de vous, il y en a souvent, hein, sur internet quand on se cherche sur Google, il y a toujours des photos de vous en général, c'est une donnée personnelle. Vos données de localisation, ça je pense que toute personne ayant un smartphone, sait bien de quoi je parle, l'empreinte digitale, numéro de téléphone, ce genre de choses. Vous voyez, une donnée personnelle, ça rentre dans ce genre de spectre. Mais évidemment, c'est très, très large, hein. Donc ça, c'était pour la théorie de la donnée personnelle. Maintenant qu'on a fait beaucoup de définitions, vous vous dites en tant qu'entreprise, hein, pourquoi ça me concerne ces données personnelles? Donc que vous soyez TPE, PME, grande entreprise, en fait, en tant que société, vous êtes amené à traiter, ce genre de données qui permet d'identifier des personnes physiques, hein, tout est lié. Vous avez forcément un fichier client, vous avez un fichier fournisseur, vous traitez avec ces personnes qui existent vraiment, hein. Donc par exemple, ça peut être collecter des informations clients, au moment de passer en caisse. Par exemple, vous demandez le nom, le prénom, l'adresse mail. Quand vous faites une livraison, vous récoltez des données. Quand vous faites une facture, vous récoltez des données, ce genre de choses. Donc toutes ces opérations sur ces données, ça constitue ce qu'on appelle le traitement de données personnelles. Et l'objectif final derrière ça, c'est la gestion de vos clientèles. On est bien d'accord que c'est tout à fait normal, mais du coup, vous tombez déjà dans le registre du RGPD, si je puis dire. Alors, je vous enquiquine encore avec une, définition, donc la définition de traitement de données personnelles, hein, qui est très importante, qu'on retrouve beaucoup dans le règlement, dans le RGPD. Donc c'est une opération sur des données personnelles, encore quelque chose de très généraliste. Donc ça peut être une collecte de données, un enregistrement, de la conservation, que sais-je. Et c'est pas forcément quelque chose de digital, d'informatisé, hein. J'insiste bien là-dessus, ça peut être totalement encore fichier papier. Donc là, vous me voyez venir. Ouais, il y a pas que du numérique dans cette histoire. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte, hein. Si vous récoltez des données comme ça sur vos clients, sur vos fournisseurs, je pense que dans votre tête, là, ça doit quand même commencer à travailler. Ça fait un petit peu là, comme sur ce petit gif, ça commence à faire bien mécanique. Donc le RGPD, concrètement, à qui ça s'applique? À toute organisation, voilà, comme ça, la sentence est tombée, que l'organisation soit publique, soit privée, du moment qu'elle va traiter des données personnelles, donc quand même ça s'adresse à énormément de monde, hein. Je ne sais pas qui ici ne traite pas de données personnelles en tant qu'entreprise et plus spécifiquement, ça s'applique à vous si vous êtes une entreprise, sur le territoire de l'UE ou si votre activité va cibler des résidents de l'Union européenne. Donc ça, c'est vraiment très spécifiquement adressé, par exemple, à Facebook, ce genre de gros GAFAM, Facebook, Google, très spécifiquement rédigé pour eux. Donc vous voyez que vous tombez, je pense, tous dans la définition.
Vraiment ce qui ressort en termes de notions aussi dans le texte du RGPD, c'est la notion de transparence. Donc vraiment, on va venir vous responsabiliser, pardon, en tant qu'entreprise dans le traitement des données, à vraiment communiquer sur le traitement que vous faites, avec vos clients. Que vraiment ils puissent être informés quand ils vont vous donner sur votre site, on verra plus tard, des informations sur eux. Il faut qu'ils puissent savoir ce que vous allez faire avec. Ce qui vient en découler aussi, on en entend souvent parler, c'est la notion de consentement. Vous-même en tant que particulier, en tant qu'utilisateur sur internet, vous êtes amené à autoriser une entreprise à vous contacter. Donc là, c'est la fameuse petite, case à cocher. Je vous autorise à me contacter, pour m'envoyer des mails. Je vous autorise à donner mon adresse mail à des, partenaires commerciaux. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. On va le voir juste après aussi. Donc ça, je vais vous le répéter pas mal, hein. Il faut, vraiment respecter les droits des internautes. Donc on va reparler, hein, de ces droits qui sont particuliers et tout ça, c'est aussi une opportunité de valoriser votre image de marque. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi avec vos données. Justement, je reprends l'exemple de Facebook. Si ils ont une mauvaise presse en ce moment, c'est aussi pour ces affaires de données personnelles, qui partent dans la nature. On ne sait pas ce qu'ils en font. Je ne sais pas si vous avez suivi les actualités, de ces derniers jours. Ils ont tenté de faire passer un forfait payant, par exemple Facebook et Instagram, pour les personnes qui ne souhaitaient pas accepter, le traitement des données qu'ils effectuaient et donc il fallait payer un abonnement si on n'acceptait pas le fait qu'ils s'occupent de nos données, on ne sait pas comment et justement hier, la CNIL, a mis un coup d'arrêt par rapport à ça. Ils ont dit: «Bah, non, non, ce que vous êtes en train de faire, c'est totalement impossible en France». Donc c'est assez intéressant, hein, ces rapports de force qui sont en train de s'exercer. Moi, je trouve que c'est plutôt rassurant, hein. Hop, je poursuis. Maintenant que je vous ai bien assommé avec des définitions, qu'on est plutôt clair sur ce que c'est une donnée personnelle, un traitement de données personnelles, on va plutôt s'intéresser à tout ce qui est, conformité. Donc vraiment là, on va s'intéresser, pas mal aussi de la CNIL, qui est évidemment la bible, hein, dans ce genre de situation, vous imaginez bien. Donc la CNIL, je vous encourage à aller faire un tour sur leur site. Globalement, dans ma présentation, j'ai mis quelques liens si vous voulez aller à l'essentiel, parce que c'est quand même assez long. Donc là, je vais vous résumer, en termes de conformité, les étapes à bien respecter. Donc on est face à 4 étapes qui sont, un registre de traitement des données. Donc ça, on va en parler tous ensemble. Ensuite, le tri à faire dans vos données, le respect des droits des personnes, donc toujours cette notion de transparence, dont je vais vous parler à nouveau et enfin, on va venir sécuriser vos données. Ça, c'est aussi absolument primordial. Donc dans l'ordre, hein, tous ensemble, hop, commençons par le registre des données. Alors ne tremblez pas, voilà le prérequis, c'est vrai que c'est la plus compliquée et encore, le terme est fort du RGPD. Alors, le registre de traitement des données, c'est une obligation pour les entreprises. C'est prévu par l'article 30 du RGPD. Elle concerne toutes les entreprises, hein, quelle que soit votre taille, dès lors que vous allez traiter des données personnelles. Donc, ce que je vous ai montré, forcément, ça concerne pas mal de monde. Hem, alors, ce registre, parce que je pense qu'il y a des gens qui tremblent, je vous rassure tout de suite, il y a une dérogation si votre entreprise a moins de 250 salariés. Le registre de traitement des données, il est assez réduit, hein, par rapport, à des entreprises qui utilisent des données sensibles. Donc on va vous demander de traiter je vais vous montrer, sur, un exemple de registre, ce que ça doit donner. Vous devez inscrire sur ce registre vos traitements non occasionnels, donc vraiment vos traitements, du quotidien. Donc, tout de suite, hein, les exemples, c'est gestion de la paye, gestion des clients. C'est quelque chose de très courant. Forcément, il y a de la donnée personnelle de vos collaborateurs même. Les traitements de données, qui représentent un risque pour les droits et libertés des personnes, donc ça, c'est quand même assez spécifique, dont c'est notamment la géolocalisation. Hein, ça, c'est vrai que c'est assez sensible ou si vous êtes une entreprise de vidéosurveillance, ce genre de choses, il faut l'indiquer dans votre registre, ce que vous faites de ces données et enfin, les traitements qui portent peut-être sur des données sensibles, hein, donc ça, c'est des données de santé très particulières, il faut que ce soit très sécurisé. Donc vous voyez que bien souvent, hein, dans la plupart des cas, vous allez plutôt être sur un traitement non occasionnel, donc c'est pas non plus un travail énorme, même si ça représente tout de même un travail. Donc je vais vous montrer, je vous ai mis un lien, direct sur le site de la CNIL, qui parle du registre de traitement des données et qui, vous permet de télécharger des modèles tout faits. Donc il y a un modèle Excel que je vais vous montrer. Alors je vais juste switcher au niveau des écrans. C'est un petit peu capricieux. Voilà. Alors
Ne prenez pas peur, hein. Donc là, c'est un Excel, comme je vous le disais, que vous pouvez télécharger sur le lien que je vous montrais et voilà, ils vous mettent un exemple, je vous ai plutôt affiché l'exemple, hein, c'est plus clair. Voilà, traitement donné, là, on est sur la gestion de la paix, les sous-finalités, voilà, donc c'est assez complet, état civil, numéro de sécurité sociale. Voilà, donc ça peut se résumer à ça. Je précise que c'est, vraiment enfin, j'allais dire papier libre, c'est format libre, hein. Vraiment ce, registre à tenir, sur des plus grosses entreprises avec des traitements de données un petit peu plus conséquents, évidemment, ça peut être assez énorme. Mais je m'arrête là-dessus, je ne veux pas du tout vous faire peur sur le registre. Donc on vous demande, en fait, de savoir, en fait, compiler ce que vous faites comme traitement de données personnelles de vos collaborateurs, de vos clients, de vos fournisseurs, sur un format libre. Mais là, c'était quand même un bon exemple pour vous montrer comment procéder, en fait. Hop. Alors, justement, en entreprise, vous en avez peut-être entendu parler. Souvent, de plus en plus, on parle de DPO. Alors, un DPO, c'est un raccourci pour déléguer à la protection des données. Clairement, c'est les nouveaux métiers, hein, qui émergent avec tout ce qui se passe dans le digital. C'est la personne au sein d'une entreprise, qui justement, s'attelle à la conformité, en fait, de l'entreprise par rapport au RGPD, tout simplement, hein. C'est juste ça. Donc, alors vous, en tant qu'entreprise, vous n'êtes pas forcément tenu d'avoir un délégué à la protection des données, qui justement va s'occuper de remplir le fameux tableau que je vous ai montré. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est obligatoire ce fameux DPO si, vous êtes dans par exemple dans une collectivité. Ça concerne surtout les autorités publiques, les organismes publics. Alors, petite anecdote que j'aime beaucoup, il y a ça fait 2 ans peut-être maintenant, la ville de Saint-Dizier s'est fait tomber dessus par la CNIL parce que justement ils n'avaient pas déclaré de DPO. Étant une collectivité quand même territoriale, vous imaginez que c'était pas une super situation. J'imagine qu'ils ont tout à fait rectifié le tir depuis, hein, puisque une collectivité comme ça est amenée à traiter pardon, beaucoup de données personnelles, hein, je vous laisse imaginer. Mais bon, c'est le temps d'apprendre, hein. Le temps que ça rentre, c'est vrai qu'il y a un règlement qui est un petit peu, posé problème en termes de compréhension. Le DPO, vous devez en déclarer un si, vous êtes sur une activité, vraiment, j'allais dire surveillance des personnes à grande échelle. Donc typiquement, l'assurance les assurances, les banques, avec tout ce qui est énormes fichiers clients, les opérateurs téléphoniques, vraiment des grosses, grosses entreprises et vous imaginez bien qu'avec tout ce qu'elles traitent, tout ce qu'elles savent sur nous, elles ont plutôt intérêt à être parfaitement réglementaires par rapport au RGPD. Et sont également visés les organismes qui traitent des données qu'on appelle sensibles. Donc là, encore une fois, c'est les données biométriques, génétiques, tout ce qui est santé, de données sexuelles, tout ce qui est racial également. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, tout ce qui est un petit peu test ADN, qui sont très à la mode aux États-Unis. Typiquement, ça ne pourrait pas trop se faire en France, hein. Pour le moment, d'ailleurs, c'est complètement interdit, parce que les niveau données sensibles, là, on est pas mal du tout, et on préfère contrôler, l'accès à ces données. Si vous n'êtes pas dans ce cas, si vous n'êtes pas un organisme public, que vous ne traitez pas des données vraiment sensibles, vous n'êtes pas obligé de déclarer un DPO. Donc ça se fait tout simplement en suivant ce lien. Cependant, c'est toujours intéressant d'aller voir sur le site de la CNIL ce qu'on attend. Donc typiquement un DPO en tant que chef d'entreprise, ce que ça représente pour vous, c'est effectivement tenir ce registre avec les données qu'on vous demande et toujours être un petit peu en phase au niveau des évolutions du RGPD. Donc clairement, le site de la CNIL devient votre meilleur ami. Mais ça s'arrête là, je vous rassure tout de suite. Ensuite, on parlait de faire le tri dans ces données. Là, c'est un petit peu moins sport que, tenir le registre de traitement des données. Alors là, concrètement, ce qu'on vous demande, dans le tri des données. En fait, les questions qu'il faut vous poser, c'est: «Est-ce que je traite des données qui sont absolument nécessaires à mes activités?» Par exemple, on va en reparler, on parlait de carte de fidélité en caisse, donc on vous demande, votre date de naissance. Est-ce que je pose la question, pour envoyer des mails à vos clients pour leur anniversaire, vous avez foncièrement besoin du de l'année de naissance? Est-ce que si vous avez juste le jour et le mois, ça peut pas suffire, par exemple? Autre question à vous poser, est-ce que vous traitez des données dites sensibles? Parce que là, on l'a vu, hein, il y a pas mal de choses à mettre en place pour se protéger et protéger, vos clients aussi.
Et surtout, combien de temps vous conservez ces données puisque le RGPD vous demande de définir un temps de conservation, hein. Vous ne pouvez pas garder les données de vos clients ad vitam aeternam. Souvent quand vous lisez, des politiques de confidentialité, vous avez 5, 10 ans, voilà, qui permettent de garder, ces données. Bah, typiquement, j'imagine un profil client dans un magasin qui est plus venu depuis des années, allez, depuis 7 ans. Est-ce que c'est bien pertinent de garder les données personnelles de cette ancienne cliente? Je pose la question, voilà. Donc, voilà, minimisez, hein, ces données que vous collectez. Vous n'avez pas besoin de tout savoir sur les personnes. Vraiment gardez les, informations qui sont absolument essentielles. Ça vous permettra d'être complètement réglementaire par rapport au RGPD et d'avoir le moins de soucis possible en tête. Donc quelles informations je vais venir collecter? Alors si vous avez besoin de collecter par exemple, hein, le nom et le prénom de la personne pour, envoyer, vous savez, des petits messages personnalisés, donc ce serait «Bonjour Cécile», hein, par SMS, par mailing. Est-ce que vous avez fondamentalement besoin, par exemple, du nom de famille de la personne? Est-ce que le prénom, ça peut suffire, par exemple? Ça peut vous permettre de limiter vos données. La date d'anniversaire, hein, donc le petit, mail, moins 20 qui fait toujours plaisir, par exemple. Voilà, c'est ce que je vous disais. Est-ce qu'il vous faut vraiment, l'année de naissance de la personne à voir? Est-ce qu'il vous faut aussi l'adresse mail pour garder le contact, et le numéro de téléphone? Est-ce qu'il vous faut les 2 ensemble? Est-ce qu'il vous faut qu'un seul? Ça représente un intérêt. Donc voilà, ça, c'est les petites questions à se poser, même tout type d'informations pour connaître vos clients. Est-ce que c'est bien pertinent de le compulser, en fait? Donc par exemple, l'année de naissance, on en a parlé. Autre exemple, la localisation géographique de vos clients. Vous pouvez demander, un code postal ou une ville, par exemple, où est-ce que vous habitez. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir l'adresse complète, hein? Par exemple, je sais pas, cette rue du général, untel. Est-ce que ça, vous allez l'utiliser? Si c'est pas pertinent, ne demandez pas, en fait. Voilà, ça vous évite de compiler des données qui vous seront inutiles et qu'il faut du coup renseigner dans votre registre de traitement. Épargnez-vous ce temps de travail, j'ai envie de dire. Ensuite, on va attaquer, prérequis 3 de la CNIL et du RGPD, donc respecter les droits des personnes. Alors, les droits des personnes, des internautes, il y en a plusieurs, hein, c'est tout à fait positif évidemment. Donc évidemment, c'est toujours cette, notion de transparence dont je vous ai parlé et du coup, cette transparence en ligne, comment ça se traduit? En fait, c'est de l'information, hein. Donc comme je vous le disais, vous allez informer les personnes qui viennent, par exemple, sur votre site, de la façon dont vous traitez les données. Donc, par exemple, si vous avez un formulaire, de contact sur votre site internet, vous pouvez mettre une mention, qui dit que vous allez garder ces données tel temps et ce sera utilisé uniquement pour ça, par exemple. Je vais vous montrer un exemple, d'ici quelques minutes, ou par exemple, vous pouvez mettre une politique de confidentialité, pardon, c'est difficile à dire, on est jeudi soir, sur votre site internet. Mais ça, les exemples arrivent tout de suite, dans quelques minutes. Donc voilà, par exemple. Mais l'idée, vous voyez, c'est assez facile en fait. Il faut que quand je viens, par exemple, sur votre site, je comprenne que si, par exemple, je vous laisse mon adresse mail, vous n'allez pas me contacter à tire-larigot. Vous allez uniquement me contacter, par exemple, parce que je vous ai posé une question. Vous allez juste pouvoir me répondre là-dessus, hein. Vous n'allez pas forcément me harceler en termes de newsletter. J'aurai un droit de regard là-dessus. On va en parler juste après. Donc pour ce qui est des droits des personnes, il y a, ce qu'on appelle le droit d'accès, donc ça vous connaissez certainement, vous avez le droit d'accéder à vos dossiers, modifier vos données, rectification qui va de pair, d'opposition, d'effacement même, c'est un peu le concept de droit à l'oubli, la portabilité de vos données et la limitation du traitement. Donc vous voyez qu'en Europe, on a beaucoup de chance en termes de droits, hein, on est quand même bien protégé et on peut venir, rectifier la situation s'il y a un petit souci dans la gestion de nos données. Donc évidemment, comment ça se traduit, hein? Donc en fait, on doit pouvoir vous contacter, tout simplement pour mettre en œuvre ces droits. Le plus simple, c'est encore un formulaire de contact ou, mettre à disposition un numéro de téléphone sur votre site. Donc là, je vous donne une petite anecdote, bon c'est personnel, mais ça illustre bien le propos. Quand j'étais très jeune, j'ai été interviewée par un journal local et il m'avait pas dit qu'il me mettrait en photo et du coup, bon j'avais quoi? J'avais 16-17 ans et du coup, quand on me cherchait sur Google, cette photo de moi à 16 ans, donc je vous laisse imaginer, comme c'était flatteur, apparaissait tout le temps sur Google Images. Donc ce que j'ai fait au bout d'un moment, ça m'embêtait. J'ai contacté, bah, le webmaster du site et je lui ai dit: «Écoutez, voilà, c'est mon droit à l'image, hein, tout simplement. Est-ce que vous pouvez retirer
Cet article qui me mentionne parce que voilà, je souhaite plus le voir apparaître en fait, puisque c'est de la donnée personnelle, hein. Là, vous voyez bien que c'est, en termes d'image, c'était pas très bon. Puis imaginez en termes de dossier ce que ça peut représenter. Donc, il y a absolument pas eu de souci. En même pas 24 heures, cet article était retiré et aujourd'hui, si vous tapez Cécile Mounier sur Google, je peux vous promettre que vous ne retrouverez jamais cette photo. C'était pas compromettant, mais quand on est jeune, voilà, c'est pas facile. Voilà, donc petit exemple de comment mettre en pratique ce droit, si ça peut, susciter, des idées. Donc là, je vous ai mis une petite image parce que c'est plus sympa les images qui récapitulent les droits des personnes, hein. Donc c'est ce que je vous disais, l'accès, la rectification, l'effacement, la limitation, opposition, comme j'ai pu le faire, la portabilité, le droit de faire des réclamations, ce genre de choses. Donc vraiment, s'il y a quelque chose qui ne vous va pas par rapport à l'usage qui est fait de vos données, vous êtes bien équipé en tant que particulier. C'est sûr qu'en tant qu'entreprise, du coup, ça entraîne des responsabilités. Et enfin, dernière étape, pour être en conformité, on va venir sécuriser les données des utilisateurs qui sont déposées sur nos outils en ligne. Donc là, c'est plutôt, ça pourrait être l'objet d'un webinaire tout entier, hein. C'est vraiment de la cybersécurité. Dans tout ce que vous mettez en place, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse pas du tout vous pirater, en fait, ou vraiment fermer la porte au maximum. On va vraiment minimiser les risques de perte des données. Parce qu'évidemment, en cas de problème, c'est vous qui êtes responsable juridiquement, hein. Donc si les données de vos clients filtrent, ça, pose évidemment des soucis et je pense que si vous suivez l'actualité, c'est encore France Travail là qui s'est fait, pirater ces derniers jours. Donc on peut être certain qu'il y a énormément de données personnelles qui sont actuellement sur le dark web et à mon avis utilisées à des fins qui ne sont pas très catholiques, si je puis dire. Bon, voilà. Mmh. Alors les petits réflexes à mettre en place de façon basique, mais c'est vraiment, indispensable en fait et c'est pas fait, de façon systématique non plus. On commence par faire tout ce qui est mise à jour, hein, de ces antivirus et quand je dis antivirus, c'est sur le smartphone, sur le PC, sur tout ce qui peut être connecté. Et il faut que vos systèmes d'exploitation soient à jour, hein. Donc vous êtes, on est d'accord, vous êtes pas sur Windows, -3, hein. Vous êtes bien sur la dernière version Windows, par exemple, si vous êtes sur Windows. Vos logiciels, il faut aussi, même si c'est très enquiquinant, tout mettre à jour. Ça évite les failles de sécurité. Donc je sais que c'est embêtant, mais c'est vraiment la base pour se protéger. Les mots de passe aussi, hein, on vous enquiquine tout le temps avec, les caractères spéciaux et les chiffres. Des mots de passe qui ont pas trait à votre vie personnelle et pas 000 1 2 3 4 5 6, ce genre de choses. Ça aussi, ça évite bien, bien des soucis et si vous avez la possibilité de vous tourner vers un prestataire pour, faire chiffrer vos données, hein, évidemment, ça aussi, on augmente le plus possible le niveau de sécurité. Bon ça, je m'attarderai pas là-dessus parce que sinon, on va en parler pendant 3 heures et comme que vous passiez une bonne soirée, on est déjà assez sérieux là-dessus. Donc pour finir, je vous l'avais promis, hein, des exemples concrets de mise en pratique. Donc, passons tout de suite à ça. Alors, dans le cas premier où vous avez un site vitrine, donc vous ne vendez pas de produits en ligne, c'est vraiment, purement informationnel. On parlera du site vitrine juste après. Bah, souvent, hein, la possibilité qu'ont les internautes, c'est de vous écrire via le fameux formulaire de contact dont on a parlé et souvent ça permet de s'inscrire aussi à la newsletter. L'obligation pour vous, c'est d'avoir les fameuses mentions CNIL du coup, hein, qui doivent figurer en bas du formulaire. Donc là, je vous ai mis un exemple parfait. Vous avez en gros: «Inscrivez-vous à votre newsletter». On se rappelle transparence et donc là, en termes de transparence, on ne fait pas mieux. Vous avez la mention: «En renseignant votre adresse mail, vous acceptez de recevoir chaque semaine nos derniers articles de blog par courrier électronique et vous prenez connaissance de notre politique de confidentialité», avec un lien. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment à l'aide des liens de désinscription ou en nous contactant à l'adresse nanana. Donc là, la transparence, c'est parfait. Vous savez que si vous laissez votre adresse mail toutes les semaines, vous aurez un petit mail. Par contre, vous avez la possibilité, du coup, dans les liens qui sont envoyés en bas, vous savez, des mails, de se désinscrire ou juste de contacter à l'adresse une telle pour faire valoir vos droits, voilà, d'opposition, hein. Donc là, c'est parfait, les droits des personnes sont respectés, on sait, à quoi on s'engage et je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vois ça, j'ai envie de faire confiance, en fait, à l'entreprise puisqu'en fait, elle me prend pas pour un lapin de 3 semaines. Voilà, donc ça fait plaisir, c'est une très bonne pratique. Donc ça, c'est à mettre en place si vous avez un site vitrine. Évidemment, ça marche aussi si vous avez un site e-commerce. Ensuite, je continue. Là, je vous ai mis un petit exemple pour une demande de devis, parce que ça peut être un petit peu différent de la demande de contact.
Donc, vous voyez, demander un devis, vous obtiendrez ce devis dans les 3 jours et vous voyez, c'est intéressant, on demande juste votre nom de famille et votre email, pas votre prénom. Donc on va vraiment aller à l'essentiel et du coup, je pense que c'est très formel, on va plutôt vous appeler par votre nom de famille. Donc là, j'ai la fameuse case à cocher en soumettant ce formulaire: «J'accepte que les informations saisies, pardon, soient exploitées dans le cadre de la demande de devis et de la relation commerciale». Donc là, vous comprenez qu'on va vous recontacter, avec l'email que vous allez laisser. Mais on vous recontacte dans le cadre de la relation commerciale, hein. C'est pas du tout, pour vous proposer de faire un mini golf, si vous me passez l'expression. Donc là, vous savez à quoi vous engager en cliquant sur «J'obtiens mon devis» et vous avez aussi une mention CNIL là pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l'utilisation des données collectées. Veuillez consulter notre politique de confidentialité. Donc si vous êtes un petit peu à sec pour ces petites mentions CNIL, je vous ai mis un lien. La CNIL a recensé des exemples que vous pouvez utiliser. Bon, vous voyez que c'est globalement un petit peu toujours la même chose. Vous pouvez aussi aller voir ce qui se fait en ligne, c'est toujours un petit peu les mêmes recettes. Donc voilà pour ce qui est du site vitrine. Je fais une petite parenthèse, j'aime bien mettre du vocabulaire technique, voilà, pour faire un petit peu de culture G digitale dans nos webinaires. Vous avez peut-être entendu parler, de contact opt-in. Donc si une personne a un contact est opt-in, ça veut dire qu'il vous a donné son consentement pour que vous le contactiez, en fait. À l'inverse, s'il a refusé que vous le contactiez en ne cochant pas la case: «J'accepte, vous savez, que mon adresse soit transmise au partenaire», et ben, il est opt-out. Voilà, donc ça, c'est des vocabulaires qui s'entendent beaucoup dans le digital et qui font bien sûr très stylés. Mais voilà, je partage avec vous, j'aime bien quand les gens peuvent briller en société, grâce au pôle numérique. C'est important. Voilà, je ferme la parenthèse. C'était pour la petite parenthèse, fraîcheur, avec toutes ces définitions et je vais finir pour le site vitrine, avec tout ce qui est mention légale. Donc de toute façon, si vous avez un site internet quel qu'il soit, vitrine ou e-commerce, vous êtes tenu d'avoir des mentions légales, hein, donc enfin, des mentions obligatoires un petit peu, voilà, plan-plan, très administratives, à afficher sur votre site. Bon, je sais que c'est embêtant, donc ce que j'ai fait, je vous ai mis un lien. C'est un générateur de mentions légales, donc vous allez rentrer toutes les informations sur votre site et ça vous sort ces documents parfaitement adaptés à votre activité. Alors ça ne vaut pas non plus un avocat, mais c'est déjà un outil bien pratique, parce que ce soit un site vitrine ou un site e-commerce, vous êtes tenu de pouvoir, indiquer, toutes ces informations, toujours dans la logique de transparence envers les internautes, hein. Donc pour les informer, voilà, comment ils pourront exercer leurs droits. Voilà, donc je passe là-dessus parce que l'heure tourne et je suis affreusement bavarde. Je passe à l'exemple des sites de vente en ligne. Donc déjà, si vous avez un site e-commerce, alors c'est totalement valable aussi pour un site, vitrine, il faut que vous ayez un site sécurisé. Alors, c'est de moins en moins le cas, hein, les sites qui sont pas sécurisés, mais quand même, imaginez, quelqu'un qui va venir acheter sur votre site, il va laisser, ses coordonnées bancaires. Si le site n'est pas fermé à la menace, des pirates, ça pose quand même souci. Donc un site sécurisé, hein, ça se matérialise sous cette forme. Vous avez un petit cadenas vert et le fameux S sécurisé, hein, HTTPS. D'ailleurs, parenthèse de sensibilisation, si vous faites votre shopping en ligne sur un site comme ça, moi ça m'est arrivé il y a plusieurs années, j'ai eu un sacré retrait sur mon compte en banque personnel, ça fait très mal, hein. Donc vraiment si vous voyez ça, fuir en tant que consommateur, c'est très, très mauvais, vous prenez des risques énormes. Donc évidemment, en tant qu'entreprise, on ne court pas du tout ce risque et on l'ajoute totalement cybersécurité. Donc ça, étape 1. Ensuite, on parlait de sensibilisation, vous avez du travail à faire, au niveau de vos utilisateurs. Donc forcément, vous vendez en ligne, donc les gens vont se créer un compte, hein, sur votre site pour pouvoir faire le suivi de commande, par exemple. Ce que vous pouvez faire quand, les gens se créent un mot de passe, c'est de mettre ce genre de petits modules pour les inciter à créer des mots de passe sécurisés. Donc on connaît tous la pratique, hein, là, la personne est dans le rouge parce que visiblement, elle n'a pas fait un mot de passe très sécurisé, hein. Alors, on va vouloir l'encourager à aller vers le vert et à faire quelque chose de sécurisé. Ça, c'est aussi quelque chose qui vous profite en tant qu'entreprise, puisque si tout le monde se crée un compte pas sécurisé sur votre site, c'est un petit peu la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme disait l'autre. Voilà, donc ça, c'est une idée de pratique. D'ailleurs, derrière, une fois que le site, pardon, le compte client est créé, n'allez pas envoyer un mail avec le mot de passe de la personne, hein.
On est bien d'accord là-dessus, il faut plutôt rediriger vers le site. Ne mettez pas des données comme ça personnelles, par mail, ça, ce serait vraiment très cadeau pour les pirates, hein. Donc c'est du bon sens paysan, vous me direz. Au niveau de la transaction bancaire, évitez, hein, de garder les données bancaires de vos clients. Et au niveau des transactions en ligne, je vous recommande vraiment de voir avec votre banque, hein, tout simplement. Ils ont énormément de solutions, totalement sécurisées. Ils y travaillent énormément à la cybersécurité. Donc vous êtes entre de bonnes mains à partir du moment où vous êtes, en relation avec votre prestataire bancaire et qui s'occupe un petit peu de tout ce qui est paiement en ligne, sur votre site. Là, de ce côté-là, les banques sont évidemment soumises à beaucoup de contraintes. Ensuite, pour le site de vente en ligne, vous connaissez les fameux cookies qui en embêtent plus d'un, hein, ça énerve pas mal de gens. À partir du moment où vous recueillez des informations de navigation, vous êtes tenu en fait de faire apparaître, ce petit pop-up, hein, tout simplement. Heu, enfin, je sais que ça embête pas mal de monde. D'ailleurs, c'est valable aussi même si vous êtes un site vitrine, hein, si vous recueillez des données de navigation, vaut mieux avoir ce petit pop-up, qui a l'avantage d'être de plus en plus mignon, hein. Il faut essayer de faire passer un petit peu la pilule, si je puis dire. Et enfin, alors ça, c'était pour mes petits cas pratiques. Pour finir ce webinaire, j'avais envie de vous parler d'un petit peu d'intelligence artificielle qui peut vous servir. Je vous ai un petit peu barbé avec plein de termes juridiques et qui sont difficiles à digérer. Si vous avez des questions ultérieurement, moi je ne serai plus là, pour vous répondre. Par contre, il y a une intelligence artificielle, qui ressemble beaucoup au fameux ChatGPT, qui vous permet de poser des questions sur le droit français. Alors cette IA, elle s'appelle Ordali. Donc petit clin d'œil, au droit, d'avant, pour ceux qui connaissent et donc ça se présente vraiment sous forme de chat. Je vais vous montrer si je peux lire la vidéo. Donc vraiment, vous allez pouvoir poser des questions juridiques. Moi, j'ai testé pour le RGPD. Il va utiliser la jurisprudence et voilà, tout ce qui est un petit peu, différents codes du droit français pour vous faire une réponse. Alors évidemment, c'est pas du tout une réponse d'avocat, mais ça a déjà le mérite de vous mettre le pied à l'étrier et de vous proposer un premier niveau de réponse. Donc, moi tout à l'heure pour tester, je lui avais demandé, en tant qu'entreprise avec 3 salariés, est-ce que je dois déclarer, un DPO? Et il m'avait fait une réponse quand même très, très bien construite, très, très bien fouillée avec beaucoup de sources pour m'expliquer que ça dépendait de beaucoup de facteurs et que j'étais pas au final obligée, de déclarer un DPO. Donc c'était plutôt pas mal sur le RGPD. Donc si vous sentez que vous avez des petites questions, que vous avez besoin de vous tourner vers un pro, Ordali, ça peut déjà être un tout petit palier, pour vous aider. Donc je vous ai mis le lien là, donc c'est ordali.ai pour intelligence artificielle et voilà, comme je vous le disais, c'est sous forme de chat, donc vous n'êtes pas jugés, vous pouvez poser plein de questions, de ce côté-là. Donc voilà pour ce qui est de ma présentation. J'espère que j'ai bien défriché pour vous les différents concepts du RGPD et que ça vous aidera à suivre, tout ce qui va tomber dans l'actualité. Moi, je trouve que c'est toujours sympa à suivre un petit peu les scandales, Facebook, Instagram, les amendes qui tombent, heu, toujours sympa à suivre. Si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre et j'espère vraiment que je ne vous ai pas donné un mal de tête pour, finir, cette journée. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. C'était très sympa de partager ce moment avec vous. Hop, donc j'arrête mon partage, comme ça je peux revenir à vous. J'espère que j'ai pas perdu tout le monde. Hop. Si jamais, je conçoit bien que le RGPD, ça peut, donner trait à des données un petit peu confidentielles de l'entreprise. Si vous préférez plutôt me faire un mail ou, qu'on s'appelle, il y a pas de souci, je vous mets ça dans le chat. Si jamais, parce que c'est vrai que vous avez peut-être pas forcément envie de parler de la mise en place dans votre entreprise, c'est un petit peu confidentiel. Alors, .fr. Donc voilà, je vous mets mon adresse mail dans le chat si vous avez envie de poser des questions, que ça vous vient ce soir ou ce week-end, c'est le temps de digérer, toutes ces informations. Si vous souhaitez aussi, recevoir le PDF de présentation, je peux vous l'envoyer, donc vous me faites un petit mail, ne vous gênez pas, c'est avec plaisir, si vous avez besoin des différents liens. Bah, écoutez, s'il y a pas de questions, je considère que j'ai été claire comme de l'eau de roche. J'espère, en tout cas, parce que c'est pas facile. Alors une question sur mon site internet, j'ai beaucoup de photos et mines. Ah, et donc je pense que la question c'est, vous avez des photos de personnes? Vous pouvez juste me confirmer comme ça je pars dans la bonne direction pour la réponse. Alors si jamais vous avez des photos de personnes, si c'est ça la question, non, c'est pas les photos de personnes, alors ça va. Je vous laisse écrire les mines.
Alors pour les photographes, je pense que ça suffit de les mentionner sur les photos ou en dessous si vous avez la possibilité. Je sais qu'ils aiment beaucoup être mentionnés et que c'est surtout par rapport aux clients potentiels qui voient les photos, qui aiment leur travail. C'est aussi une reconnaissance, du métier. Mais non, vous n'êtes pas tenu de les mentionner dans les mentions légales, je pense pas, d'ailleurs si vous faites un tour sur le générateur que je vous ai mis, il y aura pas question de ça. Donc, ne vous embêtez pas, mais c'est sûr que par reconnaissance pour leur travail, c'est mieux de les citer, hein. D'ailleurs, sinon ils peuvent, prendre un peu la mouche. Alors le replay et le PDF, Marie-Ange, est-ce que Marie-Ange, vous voulez bien me faire un mail? Parce que du coup, là, je ne vois pas forcément les adresses mail de chacun, mais le replay, aucun souci, on vous l'enverra automatiquement d'ici quelques jours. Oui, oui, parce que moi, j'ai travaillé avec pas mal de photographes pour des comptes Instagram pour de la gestion et ils n'étaient pas contents du tout si on mettait pas, le fait que, c'était eux qui avaient pris la photo, qu'on publiait sur Instagram, par exemple. Donc, mais sinon, non, ils vont pas vous embêter sur les mentions légales. Et merci Leslie, pour votre gentil commentaire, c'est très gentil. Merci Marie-Ange, comme ça je vous réponds tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De toute façon, n'hésitez pas si ça vous vient plus tard, on peut regarder ça ensemble. Alors, le RGPD doit-il être déclaré à la CNIL? Alors en fait, le RGPD, c'est un règlement, européen, donc c'est plutôt la CNIL qui fait appliquer le RGPD en tant que soi. Vous, en tant que chef d'entreprise, au niveau de vous avez plutôt des comptes à rendre au niveau de la CNIL. Le RGPD, c'est un texte avec des grands principes que vous devez respecter et c'est la CNIL qui s'occupe de vous dire concrètement ce que vous devez mettre en place. Donc si vous reprenez un petit peu la présentation, il y a toutes les étapes. Donc c'était le registre de traitement des données, éventuellement un DPO si ça peut coller, tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est, transparence, ce genre de choses, ces grands principes à mettre en place sur les outils que vous déployez, en interne comme en externe. S'il y a du traitement de données évidemment. Donc, RGPD, c'est le texte européen. En dessous, il y a la CNIL qui le met en place en France et du coup, ça vous concerne vous en tant que chef d'entreprise. Donc si vous avez des recherches à faire, recherchez au niveau de la CNIL, n'allez pas lire le règlement, hein. Sinon, c'est un peu long. Alors, Leslie. Alors, notre entreprise a son siège en Suède. Nous avons plusieurs entités en France. Doit-il avoir un registre pour chaque entité ou un seul pour tout le groupe? Je ne sais pas si je suis assez claire. Oui, effectivement. Alors là, je ne vais pas vous dire de bêtises, hein, parce que pour le coup, c'est plus une question à poser à un avocat, mais c'est à voir parce que du coup, ça dépend aussi en termes de clients. Où sont vos clients? Si ça se trouve, vous avez des clients en Inde, du coup, ça ne vous concerne pas. Si vos clients sont en Europe, par contre, c'est très, très spécifique là et c'est ce que vous me faites comme question. Hem, alors à mon avis, si vous avez un siège en Suède, il faut voir avec la CNIL de Suède et par contre pour le siège, en France, il faut du coup là, on est vraiment sur, le sol français, il faut se référer à la CNIL, du coup CNIL française. La CNIL suédoise, je vous avoue que je ne sais pas du tout comment elle s'appelle. Là aussi, ça dépend, hein, de ce que vous faites comme activité. Si vous êtes vraiment tourné que, par exemple, vers l'Inde, vous êtes même pas, concerné, par exemple. Vous allez être concerné que peut-être en interne pour, la gestion, de vos collaborateurs. Mais de toute façon, tant que vous êtes en Europe, il faut se tourner vers votre CNIL, référente. En France, oui, d'accord. Donc, oui, on va plutôt regarder au niveau de la CNIL pour, française pour, vos clients français. Mais ça doit être bien intéressant culturellement de voir, ce qui est proposé, au niveau de la Suède. Marie-Ange, mon mail, je vous le remets dans le chat. Il est juste un petit peu plus haut, vous l'avez peut-être loupé. Alors, là ah bah, voilà, merci Mélissa, tu m'as coupé l'herbe sous les pieds. Quelle réactivité. Bon, c'est pas un mail très difficile, c'est c comme Cécile.mounier@meusotmarne.cci.fr. Il est juste un peu long. Alors, je pense qu'au niveau des questions, on est tout bon et je ne veux pas vous retenir inutilement. Bah, écoutez, moi je vous remercie pour vos questions qui sont très intéressantes, d'avoir suivi, ce contenu que j'espère n'a pas été trop ennuyeux. Le juridique, des fois, c'est un petit peu difficile à vulgariser. Je vous souhaite une excellente soirée, puis j'espère qu'on se reverra pour un prochain webinaire. Le prochain, ce sera en juin sur Chorus Pro. Avis aux amateurs si, ça vous, donne des cauchemars. Ma collègue Chloé vous, fera une formation en direct pour déposer des factures. Voilà.
Si vous êtes intéressés. C'était des petits spoilers, ce sera pour le jeudi 20 juin. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre attention, c'était très sympa et je vous dis à bientôt et bonne soirée.